Alors bonjour, tout d'abord merci de prendre le temps d'écouter ce podcast parce que évidemment sa création tient à votre écoute. Bien sûr que c'est hyper important pour moi, la voix qui vous partage cet épisode, ce premier épisode du podcast Ubundahe Hanoa, résilience en Kinyarwanda. Pourquoi avoir un podcast qui a un mot mais deux traductions? Parce que je voulais montrer le lien entre le Rwanda et la Belgique. Ubundahe Hanoa, résilience, est un projet que je porte depuis quelques années. Je, qui est Marianne ou Colette. Marianne pour mon prénom d'adoption, Colette pour mon prénom de naissance. Je suis la créatrice de ce podcast, un podcast qui est à la fois pour autrui et à la fois aussi une réparation de mon histoire personnelle et familiale adoptive. Je trouvais qu'il était important de marquer ces archives, de les partager et de les rendre accessibles sur les diverses plateformes parce qu'il faut, je pense, encore plus en cette année des 30 ans de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, marquer ces connaissances et ces témoignages et ces expériences de personnes qui sont de très près ou d'un peu plus loin, marquées par cette histoire et ces 100 jours de l'horreur. Nous sommes le lundi 8 avril et vous allez écouter le premier épisode Survivante, rescapée et à distance. Pour démarrer l'aventure de ce podcast, j'ai souhaité inviter la famille adoptive, la famille avec qui j'ai grandi, avec qui aussi je partage cette histoire. Tout d'abord, vous allez avoir l'occasion d'entendre ma mère adoptive. Ensuite, une autre personne qui participe aussi à cet épisode, c'est ma tante adoptive. Vas-y. Alors, je suis Jeanne Célis, je suis la maman de Marianne ici, qui est à côté de moi, qui m'interroge. On l'a adoptée quand elle avait 4 ans et demi et j'habite ici en Belgique. Je m'appelle Kaijame Priscille, je suis la fille de Kaijame Caliste et de Muka Kabuchi Bernadette. Je suis la cadette de 7 enfants, 6 biologiques et une adoptée qui est notre cousine qui a perdu ses parents au bas âge. Je suis née à l'est du pays, la commune de Sake, qui est Mirenge d'aujourd'hui, dans la préfecture de Kibungo, qui est Ngoma d'aujourd'hui. Alors je participe à ce projet parce que je l'ai connu par ma nièce Marianne. Je suis Marianne, fille adoptive de Jeanne et Georges, nièce de Priscille. Je suis née en République démocratique du Congo en 1989, à plus ou moins 1 an et demi, 2 ans. Je suis tombée malade, j'ai eu le paludisme, un paludisme assez sévère qui a fait qu'il était nécessaire que je sois hospitalisée. Mon hospitalisation s'est malheureusement très mal passée parce que j'ai été soignée avec des médicaments frelatés et ces médicaments ont fait que mes extrémités ont été infectées et donc elles ont gangréné. Suite à cette gangrène, il a fallu amputer mes 8 doigts et mes orteils. De ces amputations est arrivé un rejet parental qui a fait que j'ai été confiée à l'adoption. Confiée à l'adoption dans un orphelinat rwandais. C'est ainsi que mon existence congolaise s'est aussi imprégnée du Rwanda. Je suis restée quelque temps dans cet orphelinat. J'ai rencontré la sœur de Jeanne
et Priscille. Philomène. Philomène était la responsable de notre orphelinat avec Georges. Comment est-ce que ce génocide est lié à ton parcours, à ton histoire? Comment ça s'est passé pour toi? Je pourrais dire que en 1994, les problèmes avaient déjà commencé avant. Et à l'époque, les Tutsis, la majorité était en exil, assez souvent dans les pays limitrophes du Rwanda. Et quand je suis née en 1969, j'ai remarqué que la grande partie de ma famille était en exil. Les tantes, les oncles, les cousines, même les grands-parents. Donc, je n'avais pas vraiment beaucoup de famille au Rwanda et ils n'avaient pas droit de venir nous voir et nous, on n'avait pas droit d'aller les voir. Marianne, je t'avoue que cet exercice, ce n'est pas facile parce que, me concernant, c'est le moment le plus difficile. On est le 3 avril, on est tous invités à la maison parce que c'était la fête de Pâques. Tous les Kaïjamais se retrouvent à la maison, les enfants, les maris, les femmes et les petits-enfants. On se retrouve tous à la maison pour fêter la fête de Pâques. Mais en même temps, avec tout ce qui se passait à ce moment-là dans le pays, il y avait vraiment des choses pas faciles. Il y avait les présidents des partis qui mouraient avec eux. Il y avait beaucoup de tueries et on avait droit au silence. On ne pouvait pas aller quelque part pour se plaindre qu'on a la personne qui a été tuée. Et d'ailleurs, tu ne pouvais pas le prouver. Donc, tu avais les gens qui mouraient, mais il n'y avait pas de suite. Et on est allé à la maison. Du coup, on a mangé ensemble. On était tous contents, mais les parents avaient vraiment peur. Papa qui nous disait, j'ai l'impression que c'est la dernière fois que je vous vois tous. Et maman qui nous disait, vous connaissez mes rêves. Quand je rêve de quelque chose, la chose arrive. J'ai rêvé que je me voyais dans beaucoup de sang avec vous. Je vous voyais vos cadavres, moi à côté, et on était tous morts, tous en même temps. Ça m'a fait peur. C'est pour ça que j'ai décidé de vous inviter tous. Mes enfants, je vous le jure, c'est peut-être la dernière fois que je vous vois. Elle a insisté qu'on reste. C'était pas possible parce que c'était la période de travail. Mais ils avaient vraiment envie de nous garder à côté d'eux. C'est comme s'ils sentaient que demain ou après-demain, on sera plus là. Par malheur, on s'est dit au revoir. C'était difficile de se dire au revoir. Mais voilà, c'était la dernière fois, le 4 avril, parce qu'on a passé la nuit là-bas. C'était la dernière fois qu'on s'est vu. J'hésitais, j'avais envie de rester. J'avais pas la force. J'avais envie de laisser mon enfant. J'avais pas la force. J'avais toujours l'impression que, même les parents, ils avaient toujours l'impression que ça commencerait par la capitale, qui est Kigali. Alors à nous, c'était tout le pays. J'avais 24 ans, presque 25 ans. J'ai eu 25 ans pendant le génocide. Et mon fils a eu 2 ans pendant le génocide aussi. Si je peux me résumer, je me rappelle, le 6 avril, c'était la Coupe d'Afrique. On quittait la ville pour rentrer chez nous à Nyamirambo. On a vu beaucoup de gens au rond-point à Kigali. C'était vraiment beaucoup de personnes. Et ça bousculait. On s'est dit que c'était parce que c'était la fin du match. Il y avait les gens qui faisaient l'autostop. On a pris une personne et la personne, quand elle est rentrée dans la voiture, elle nous a dit que tout le monde dit que le président de la République, Habyarimana, vient de mourir. On l'a pas cru. Comme on n'avait jamais entendu ça, on est rentré à notre aise, on a dormi. Et à 5 heures du matin, on a entendu les voix dehors, on a ouvert la radio, c'était la musique classique. Alors on s'est dit, ce qu'on avait dit, c'est vraiment la vérité. Je me suis rendue dehors, tout le monde était dehors. Ça bousculait aussi parce que les gens allaient dans des boutiques pour faire la provision de choses à manger parce qu'on ne savait pas jusque quand ça allait durer. Quand j'ai entendu que c'était la vérité, que le président de la République est décédé, les autres, il y a quelques-uns qui étaient tristes, il y en a d'autres qui étaient contents, mais moi je me disais, c'est la fin pour nous. Si le président du parti politique meurt et qu'il y a pas moins de personnes qui meurent avec lui, alors si c'est le président de la République,
Je me dis que tous les Tutsis vont mourir. Et c'était le cas. On est resté là. On ne savait pas ce qui allait arriver. Début d'après-midi, les tueries ont commencé. Ça a commencé à gauche, à droite et à côté de nous. Et on a commencé à chercher les cachettes. Moi, je me suis rendue chez mon voisin congolais. Il m'a caché. Mais avant d'aller, si j'ai sauté quelque chose, le matin, mon fils, quand on courait à gauche, à droite, qu'on ne savait pas quoi faire, il est tombé dans l'eau bouillante qui était sur le fourneau. Franchement, il était vraiment, vraiment brûlé de je ne sais pas de combien de degrés. Il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de pharmacie ouverte. Il a vraiment souffert pendant le génocide. Quand il faisait pipi, parce qu'il était caché en dessous du lit, il faisait pipi dans ses plaies, ça faisait vraiment mal. Donc, non seulement j'avais la peur, mais aussi j'avais mal au cœur pour mon fils. Je devais me cacher au plafond et lui en dessous du lit. On n'était pas ensemble. Il soufflait de son côté et moi, c'était pas facile de mon côté. Je savais pas ce qui allait arriver dans les minutes à venir. Et ça, c'est déjà le 7. C'était vraiment le début. Je me demandais jusqu'à quand ça allait s'arrêter. Alors, le 8 avril, je suis au plafond. Le Congolais m'appelle en me disant « Prépare-toi, dans 10 minutes, tu descends. Il y a quelqu'un qui te cherche au téléphone. » J'avais une sœur en Belgique. Il avait son numéro. Il avait essayé à la maison, ça ne marchait pas. Personne ne répondait. Déjà à ce moment-là, pour les autres, je ne pense pas que le téléphone était encore en marche. Mais lui, ça marchait encore parce que c'était quelqu'un qui travaillait à la communication. Je descends. Ma sœur avait peur de me parler. Elle était vraiment terrorisée. J'ai eu une amie à elle qui était de notre région. Elle m'appelle. Pour moi, je me disais, si j'avais su, j'aurais écouté mes parents. Je pouvais bien rester à la maison. Peut-être à la campagne, il n'y a rien. Ou alors, je pouvais bien laisser mon fils. À ce moment-là, il serait bien. Je reçois le téléphone. Je dis bonjour. Elle se présente. Je dis oui, bonjour. Pourquoi c'est toi qui m'appelles et pas ma sœur? Elle me dit, ni ta sœur, ni ton beau-frère. Personne ne pourra te parler parce qu'ils sont tristes. Je me dis, ils ont su ce qui est arrivé. Ils ont peur pour moi et pour mon frère parce qu'ils pensent que mon frère est à Kigali. Donc, il n'y a que nous deux qui sommes à Kigali. À mon avis, à la campagne, tout va bien. Elle me dit, tu es assise? Je dis, assise, pourquoi? Assis-toi, j'ai quelque chose à te dire. Pas sympa. Je m'assois. Elle me dit, ma chérie, sois forte. Toute ta famille a été assassinée. Ok, d'accord. Tout le monde? Elle me dit, tout le monde. Et alors, il me dit, à part ton frère qui est à Zaza, à l'église, à mon avis, il essaiera de te parler s'il peut. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de parler avec ma sœur? Je ne crois pas qu'elle saura. Je lui dis, mais dis-lui d'essayer quand même pour me parler. Elle me la passe. Elle nous met en conférence. Elle me la passe. Elle me dit bonjour. Je dis bonjour. Au lieu de me dire ça va ou me demander comment ça va, je pense qu'elle ne savait même pas où elle était. Elle me dit c'est vraiment dur. Je dis oui, c'est dur. Et toi, ça va? Je dis je sais pas te dire si ça va, mais je pense que peut-être ça sera la dernière fois que tu m'entends. Je voudrais bien te dire au revoir et je voudrais bien te dire que si jamais je suis plus là, essaye de venir vite sur Kigali quand ça sera possible, de voir s'il y a un enfant qui reste. Elle me dit ok, d'accord. Elle me passe mon beau-frère. Le beau-frère qui me demande « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Je dis « Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire à part si un jour, si tu sais où mon corps est, de venir m'enterrer. » Je ne pouvais pas demander de me sauver, je ne pouvais pas demander autre chose. Donc, pour moi, c'était vraiment, vraiment la fin, quoi. J'attendais la fin. Le 9 au matin,
À 8 heures, mon frère arrive à appeler aussi. Je redescends du plafond. Je viens lui parler. Il me dit, je suis là, au petit séminaire. C'est l'abbé Caliste qui me passe le téléphone. L'abbé Caliste, c'était le fiel de papa. Alors, j'ai Alexis, mon frère à qui je suivais, qui était vraiment mon pote, qui était mon ami. Les enfants qui se suivent, c'est comme les jumeaux. On se disait tous, c'était mon meilleur ami. Alors, il me dit, tu sais bien que j'étais à la maison. Je dis oui. Lui, il était resté à la maison, chez papa et maman. Et quand il a entendu la voiture venir, la voiture des tueurs, lui, il a sauté dans les bananeries. Comme il ne savait pas qu'il était là, ils sont venus, ils ont tué papa et maman. Les gens qui étaient là, même la bonne, elle a été blessée. Les enfants de mes sœurs ont été blessés. Lui, quand il est venu prendre la moto pour partir à Zaza, il les a vus tous couchés. Il m'a dit, tout le monde est mort, même les petits-enfants. J'ai eu les gens ici qui venaient de la région où Philo était. Philo, c'est ma sœur. Dans la région où Espérance était, c'est une autre sœur. Elle a été tuée avec ses 5 enfants, son mari, ma sœur Priska qui était là, mon neveu Roger qui était là. Pour lui, tout le monde est mort. Je dis, ok, d'accord. Donc, ceci dit, c'est toi et moi. Et alors, il me dit, non, moi, ne me compte pas. Parce que ici, ils ont demandé le renfort à Kibungo pour les militaires. Donc, d'ici peu, j'ai la chance de t'avoir au téléphone. C'était pour vraiment te dire adieu. Mon Dieu. Et je dis, ok, d'accord. Alors, il me dit, si jamais tu as la chance de survivre par miracle et qu'il y a un autre enfant par miracle qui reste, essaye de les réunir. Parce que tu sais très bien, on est quand même une famille unie. Ne reste pas l'enfant d'une sœur ou de moi-même qui reste et que toi tu sois là, qu'il soit dans un orphelinat ou élevé par quelqu'un d'autre. Je dis ok, d'accord. Il était avec sa fiancée. À peine déposé le téléphone, il a été tué le 12. Je l'ai eu le 9. Je reste là. Je change de cachette de jour au jour. Des fois, ce sont les voisins qui essayent de payer les choses parce qu'à la maison, on avait tout pris. La voiture, les fauteuils, tout. La maison était encore là, mais vide. Je changeais de cachette de jour en jour. Je ne peux même pas tout raconter. C'était énorme, c'était dur. À la fin, il y a un monsieur qui est venu, je le connaissais. Je l'appelle de son prénom, il me dit, tu t'es imbécile, je ne te connais pas. Alphonse, c'est ton père, Alphonse, tu arrêtes. Tu m'appelles plus, je ne te connais pas, je ne connais pas les cafards. Tu n'as pas honte? Je dis, ok. Pourtant, quand j'allais à l'école, lui venait, on descendait ensemble. Je dis, ok, je l'appelle plus. On lui donne de l'argent, il part. Mais il était décidé de m'assassiner. Il m'a même demandé de prendre mon fils. En fait, on se cachait, mais quand les tueurs venaient, quand ils embêtaient les gens qui sont là, on indiquait où tu étais. Tout le monde savait où tu étais. C'était dans le quartier, tout le monde savait où tu étais caché. On vient te chercher. Il m'a dit, tu prends ton fils, on y va, on va te tuer. On m'a amené jusque des fosses communes. Mon Dieu, c'était tout rempli. Les gens morts. Et sur le chemin, je dépassais les morts. Au bord de la route, les enfants avec leur mère. Ceux qui sont morts, ceux qui sont à moitié morts, ceux qui appellent au secours. Ils criaient, mais personne ne répondait. On va jusqu'à la fosse commune. C'est tout rempli. Je regarde à l'intérieur. J'entends un homme qui m'appelle. Il me dit, toi aussi tu viens? Je regarde. Je dis, qui c'est? Il se présente. C'est mon cousin. Alors il me dit, je t'appelle, mais c'est une erreur.
Ils étaient à côté en train de discuter avec un homme, un voisin qui venait me sauver, leur donner de l'argent. Puis mon cousin me dit, ne montre pas que tu me connais, c'est une erreur. Je me suis tue et il vient, le voisin a donné de l'argent et tout ça et on m'a laissé partir. Je retourne à la maison. Le Alphonse quand même revient, il me donne le rendez-vous. Alors il me dit, tu sais quoi, je fais semblant. Hein. De toute façon, ma mère aussi est Tutsi. Donc, toi, je ne voudrais pas te tuer, mais je voudrais que tu sois ma femme. D'accord. Sans hésiter, tu viens avec moi. Oula, je me dis, mon Dieu. Et alors mon enfant? Oh, tant pis, tu le laisses. Hein. Je n'ai pas élevé l'enfant d'autrui. Tant pis pour toi. Je dis, ok. Alors je lui dis, s'il te plaît, si tu me dis quand même que tu as le sang Tutsi, aie pitié, tu pars et tu reviens demain, j'aurai arrangé où je laisse mon enfant. Promis, tu viens me chercher. Il est parti, on se donne le rendez-vous du jour suivant à 15h. Quand il est parti, je le dis à mon voisin. Il commence, on change de direction. On a déménagé de chez le Congolais et de chez lui. En fait, le voisin, c'était un vieux militaire de l'époque de Kayibanda, le président qui était avant Habyarimana. Il avait même un vieux fusil de l'époque qu'on leur donnait à la sortie. Il prenait ça, quand on le voyait, on avait peur de lui. Et c'était lui vraiment qui essayait de sauver tout le monde du quartier. Il me sauvait tout le temps. À chaque fois, c'était lui qui venait, qui négociait avec les tueurs et tout ça. Et c'était lui qui négociait pour les autres, mais il y en a d'autres que ça n'allait vraiment pas, que si on vient, qu'on a ton nom, que tu vas, qu'on sait très bien que tu vas à Mourindi, que tu vas à la CND, tu pouvais pas échapper. Et à chaque fois, c'était lui qui m'aidait. On a été à un autre endroit. Oh là là, on m'a laissé chez les gens que je ne connais même pas, mais je n'ai pas à dire. La journée, j'étais chez eux. Le fils, mon enfant, reste chez le Congoman. On m'amène chez eux. Je ne les connais pas. Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils vont me tuer la nuit? Je ne sais pas. Le monsieur me dit, tu sais quoi, Priscille? Les tueurs ont changé de disposition. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, ils ont su que tout le monde se cache dans des trous, dans tout ce que tu veux. Et la nuit, ils reviennent à la maison. Donc, maintenant, on vient vous chercher à la maison la nuit. On dit, ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, je vais commencer à t'amener dans la forêt de Mont Kigali. Faut voir laquelle. C'est une forêt vraiment intense, bien serrée. Si tu es à l'intérieur, c'est difficile de connaître le nord, le sud. À chaque fois, je voulais me rendre, mais la vie, hein, on aime tous la vie. À chaque fois, je me disais, tant pis qu'ils viennent me tuer, mais le lendemain, quand on me dit, ils arrivent, j'étais la première à courir. Il me dit, je t'amène ici, il passe la journée et la nuit, je viens te chercher, je t'amène dans la forêt. De toute façon, il se donne lui-même, c'est pas mon oncle, c'est personne pour moi, c'est un gentil, tout simplement, c'est tout. Il essayait vraiment d'être utile à tout le monde. La nuit, il m'amène, il m'accompagne jusqu'à là-bas. Il avait été la journée, il avait creusé un trou, il avait cherché les branches à mettre au-dessus pour me cacher. On arrive là-bas, il me montre le trou qu'il a creusé. Je devais aller dedans, rester toute la nuit seule. Et j'y vais. La première fois qu'il m'a amené là-bas, j'avais peur de deux choses. J'avais peur des animaux et j'avais peur qu'il me viole. Je me disais, est-ce qu'il m'amène dans cette forêt vraiment pour me sauver ou il voulait quelque chose qu'il n'a pas eu, il profite pour m'amener dans la forêt. Il m'amène là, très gentiment. Il me met dans le trou. Oh là là, je descends dans le trou. Déjà, les trous que j'avais
où j'avais été la journée, à chaque fois je voyais ou le serpent ou n'importe quoi comme petite bête dont tout j'ai peur. Je dis, mais s'il m'amène ici, c'est la nuit, je ne vois rien. Je me fais avaler par un truc que je ne connais même pas. D'un côté, je me dis, bah tant pis, c'est pas la machette, ça sera l'animal qui me mange. Mais en même temps, je me dis, oh là là, il va manger un côté et puis un autre. Peut-être que la machette, ça allait faire d'un coup, on coupe, d'un coup, je meurs. Je dis, mais oh, c'est la fin pour moi. Il me met à l'intérieur, il met les branches au-dessus. Il me dit, le matin, je viens te chercher, mais ça sera vers 3 heures. Parce que les gens qui étaient à la barrière, ils rentraient vers 2 heures. Mais c'est juste pour te montrer comment faire pour revenir à la maison. Sinon, les autres fois, tu t'amènes seul et tu reviens seul. Parce que si on me voit à chaque fois monter, revenir, ils vont se dire, il y a quelque chose qui craint. Vers 22 heures, les gens allaient manger, qui étaient à la barrière. Je montais vers 22 heures. J'allais dans la forêt, donc dans le trou. Je mets moi-même les branches et il m'avait donné une petite montre où quand tu touchais le bouton, ça s'allumait. Pour ça, je pouvais voir l'heure. À chaque fois, je regardais. S'il est 3 heures, je dois redescendre à la maison. La première fois, je sors, je me dis, si je prends la direction qu'il ne m'a pas montrée, je tombe sur la grande route, je risque de rencontrer les gens, ils vont me tuer. Le sens d'orientation, rien du tout, je ne m'y connais pas. Alors il me dit, quand tu sors, tu prends à ta gauche, tu vas tout droit. Le tout droit dans la forêt, tu ne sais pas si c'est vraiment là. Je sors la première fois. Là, j'avance de quelques pas, je vois une petite lumière. Mais c'est comme si c'est une petite torche, mais une toute petite. 2. Je vois 2, je me dis, ou c'est le lion, ou c'est je ne sais pas quoi. Voilà ce que j'ai dit. Je vais me faire manger par un animal. J'avance, je vois que j'avance vers les petites lumières, mais je me dis, je m'amène, je me livre, je ne retourne pas. S'il doit me manger, qu'il me mange, c'est pas grave. J'avance, il ne bouge pas, je passe à côté, je vois un gros truc, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas si je respire encore. J'avance, je le dépasse, je ne sais pas ce que c'est. Il fait noir. C'était encore à l'intérieur de la forêt. J'avance, j'attends les pas derrière moi. Ce ne sont pas des pas, c'est comme si ce sont les claques. Ça fait clac, clac, clac. Ça doit être ces pas. Je n'ose pas me retourner. Je ne sens plus mon corps. J'avance, je n'ose toujours pas me retourner. J'arrive là où il y a la lumière. Là, j'ai fini la forêt, j'arrive où il y a la lumière, mais Monsieur François, il m'avait montré le chemin pour ne pas passer à la grande route, je devais passer au milieu des maisons. J'avance. Comme le chemin n'était pas sur la grande route, il y avait une montée où je devais vraiment m'asseoir et sauter. Je m'assois. Quand je m'assois, le truc saute avant moi. Il y a la lumière. Oh, je vois que c'est un gros léopard. Je me demande, je fais demi-tour, il va m'attaquer. Je saute, il va me récupérer. Je reste ici, il n'avance pas. Mon Dieu. Je m'assois un moment, je vois qu'il me regarde, sa queue qui balance. Ça balance et je me dis, ok, je saute. Il me laisse passer. J'entends encore les claques, claques. Il vient derrière moi. Où j'allais, c'était pas très loin de là. J'avance. On laissait la porte de la grande entrée contre. J'arrive à la porte. J'ouvre la porte. Il voit que je rentre dans la cour. Il se met assis sur sa queue. Il me regarde. J'avance. Je toque 2 fois comme on m'avait dit.
on m'avait dit de toquer à la fenêtre 2 fois. C'était le geste qu'on avait. On m'ouvre. Je leur dis, vous savez quoi? Le léopard m'a accompagné. Au lieu qu'ils s'étonnent, ils me disent, oh, la chance! Je dis, comment ça, la chance? Oui, quand le léopard t'accompagne, personne ne peut t'attaquer. Je dis, vous êtes fous, quoi. On dort. Le matin, François venait toujours très tôt pour voir si je suis de retour. Il vient, je lui raconte. Il me dit la même chose. Ah bon? La chance? Il t'a accompagné? Tu l'as vu où? Je dis, dans la forêt. Il t'a accompagné? Je dis oui. Prie le bon Dieu que demain il soit là. Moi, je ne suis pas convaincu. Je vous le jure, vous n'allez pas me croire. Je retourne demain. Cette fois-ci, je vais seule. J'y vais, je reviens. La même heure, au même endroit, le léopard est là. Il m'accompagne encore jusqu'à là-bas. J'ai fait 11 jours. Il n'a jamais raté le rendez-vous. À chaque fois, il était là. Alors, on m'avait dit que si le léopard t'accompagne comme ça, tu lui parles. Et François me disait, c'est la protection de quelqu'un. Ça peut être ton père, ça peut être quelqu'un d'autre qui vient dans cette image pour te protéger. Je dis, mon père est où? Il est mort. Oui, n'empêche, s'il a toujours été quelqu'un qui ton protecteur, il te protégera toujours. Est-ce vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Un jour, il m'accompagne et ça se passe toujours comme ça. Le 11e jour, la journée, Monsieur Alphonse a su où j'étais. Il revient, mon Dieu. On a su qu'il était revenu dans le quartier, mais il ne savait pas exactement la maison. François a su qu'il est venu. Alors il m'a dit, tu sais quoi, tu ne peux plus rester dans ce quartier. Mais ça, avant la forêt, j'étais dans les trous, j'étais dans des autres maisons. J'étais fatiguée. J'étais vraiment fatiguée. C'était vers le mois de juin. Le génocide a commencé le 7. Du 7, j'étais tout le temps dans les cachettes. J'étais fatiguée. Je mangeais quand je pouvais. Des fois, on mangeait pas. Se laver, je ne vous dis pas. Tu ne pouvais pas te laver. Mon fils est né aux 2 endroits différents. J'en avais marre. J'en avais vraiment marre. Et puis, on me dit, on va changer. Je t'amène loin d'ici. Ça y est. François, quand même, c'était quelqu'un qui s'est vraiment, vraiment donné à fond. Sans rien. Il demandait rien. On n'avait rien. Donc, c'est lui qui payait par contre pour nous. Pour nous tous, hein. Les Tutsis qui étaient là. Je ne peux pas dire que dans notre quartier, il n'y avait pas de Tutsis qui avaient été tués. Il y en avait beaucoup, mais ce qu'il a pu sauver quand même, il les a sauvés aussi avec tout son cœur. Il s'amène avec la camionnette, avec les gens qui conduisaient la camionnette, les Inérames. Ils viennent, je me dis de nouveau, ils vont me tuer. Il me dit, c'est pas grave, je le paye, on va tout faire. On te déplace d'ici, mais il faut que tu trouves où aller. Je me demande où est-ce que je vais aller. Il me dit, je n'ai pas vraiment d'idée, mais il faut que tu bouges d'ici. Je vais essayer. J'avais le numéro de la mère, des sœurs. La mère, je ne sais pas si on les appelle la mère sœur ou la sœur mère de la Sainte Famille. C'était quelqu'un de ma région. C'était papa qui avait payé sa scolarité et c'était la filleule de maman. Je l'appelle, on me la passe. Je lui dis que voilà où je suis, je n'ai plus le choix. Je lui demande pas de m'amener à l'église parce que je sais ce qui est en train de se passer dans des églises. Je viens chez eux au couvent avec mon fils. Elle me dit non, il n'y a pas de place. Je dis là où je te donne pas le choix, je dors où tu dors. Je te dis qu'il n'y a pas de place. Je dis, je ne vais pas dire de son prénom, mais elle me dit, je te le jure, il n'y a pas de place. Je dis, je ne te donne pas le choix, tu te débrouilles. Chez moi, il y avait toujours ta place. Je viens, tu me loges. Je lève la voix aussi. On m'amène jusqu'à là-bas. Et
le gardien ne voulait pas qu'on entre. François lève son fusil. Le gardien n'a pas eu le choix. On entre. La mère chef qui me voit venir avec un enfant pourri, si je peux dire. Il n'avait toujours pas été soigné. On arrive là-bas. Et François qui lui dit, ne me dis pas quand même que c'est cette femme qui se donnait pour qu'elle arrive ici. Elle dit que tu es presque de sa famille, tu vas pas l'abandonner. La mère chef qui regarde François fâché comme c'est pas possible, elle dit, bon, ça va. Vous la laissez là, mais si elle a pas de place, je sais pas, elle dormira debout, mais voilà, vous me la laissez. On me laisse là-bas. Vers le mois de juin, au milieu, je suis là, je reste là. Aussi là-bas, les sœurs mangent. Nous, on passe pas à table, on mange pas avec eux. On nous donne les restes, on mange s'il le faut, si on peut. Elles se donnent vraiment pas la peine de s'occuper de nous, mais ça va. Je me dis, je suis logée, si on vient me chercher, c'est tant pis, mais voilà. À côté, à l'église, on attend toujours les morts. J'apprends que mes cousins sont là-bas, mais les connaissances sont là-bas, ils meurent, les autres. À un moment, on commençait à venir les chercher. Le FPR venait chercher les gens qui voulaient aller avec le FPR et les autres qui voulaient avec le gouvernement partaient avec le gouvernement. Mais si c'est pas ton jour de partir, demain, le temps de venir chercher les autres, peut-être tu es déjà. On restait là. À côté, les gens continuent à mourir. Le 3 juillet arrive. J'entends les gens sur la grande route. Beaucoup de voitures qui partent. Moi, là où je suis, j'écoute même pas la radio. Je ne sais pas ce qui se passe. Apparemment, c'était les gens du gouvernement, tous les Hutus qui couraient parce que le FPR était presque sur Kigali. Tout le monde fuit. Qui je vois, les sœurs qui s'amènent, qui fuient aussi. On me demande de partir avec eux. Je me dis, mais si on me dit que le FPR est aux alentours, je pars pas avec eux. Je reste. Au couvent, il n'y avait pas des autres gens. Je reste que avec mon fils. Tout le monde part. Mais si je vous dis tout le monde, même les cuisiniers, tout le monde part. Le FPR s'amène. Ils viennent pour l'église. Ils ne savent pas qu'à côté au couvent, le couvent existe. Je ne sais pas, une des personnes, paraît qui a travaillé chez les sœurs et à l'église en même temps, qui a dit peut-être au couvent, il y a les gens. Seigneur, je vois les militaires qui s'amènent. Je dis, mon Dieu, on va me tuer seul. Pourquoi je ne suis pas partie avec les autres? Je commence à hurler, mais pardonnez-moi et tout. Et je vois quand même que c'est pas... On ne dirait pas que c'est comme les militaires de chez Abiyarimana. Je commence à hurler, je dis, je n'ai pas d'argent, sinon j'allais vous payer pour que vous me tuez avec que vous me fusiez. J'entends un qui me dit, tu serais pas Priscille? Ce n'est même pas Priscille qui l'a dit, c'est mon surnom. Par hasard, tu n'es pas Kabaya. D'accord. Un militaire qui connaît mon surnom, il commence à m'appeler. Je dis oui. C'est toi? Je dis oui. Ne t'inquiète pas, c'est ton cousin. Regarde bien. Je regarde. Bon, Gilbert, c'est toi? Il me dit oui, c'est moi. Ah d'accord. Je dis, et quoi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, tu es sauvé. C'est le FPR. C'était au moins 4. Je dis, mon Dieu, je commence à hurler. J'avais jamais pleuré quand on m'annonçait que à la maison, ils sont morts. Je n'ai pas eu le temps de pleurer parce que je me disais, demain ou après-demain, c'est moi. C'est ce que même j'avais dit à mon frère. Je lui dis, tu sais quoi? C'est l'enfant de ma tante du Burundi. Il avait essayé une fois de venir à la maison. Il était venu, il nous a vus. Il était venu sans papier ni rien. Et d'ailleurs, en rentrant au Burundi, il a eu des problèmes et tout ça. Alors il me dit, oui, c'est le FPR.
tu es sauvée et tout. Je commence à leur raconter. Il me dit, tu sais quoi, ma chérie, on n'a pas le temps. On est en train de sauver tout le monde. Tu viens, on t'amène à l'église. J'arrive à l'église. Je vois les gens, les blessés, ceux qui sont enceintes et tout ça. Aux alentours de l'église, on avait amené tous les voisins et tout. On se retrouve là. On était sauvés. C'était le 4 juillet. Voilà, je suis renée le 4 juillet. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Mais je te dis, ça a été vraiment l'enfer. C'est quelque chose qui n'est pas facile à raconter. C'est la toute première fois de ma vie que j'ose parler de mon histoire. Le 7 avril, j'étais à l'orphelinat des Érythrines, qui est un orphelinat belgo-rwandais tenu par Philomène pour la partie rwandaise et qui était là sur le terrain, qui était la responsable de l'orphelinat, et par Georges qui était pour la partie belge, qui faisait le lien entre le Rwanda et la Belgique par rapport aux parents adoptants et toutes les procédures, savoir mettre en lien tout le monde, et qui était le coprésident de l'orphelinat. J'avais 4 ans et demi à l'époque. Je sais que à ce moment-là, ça faisait déjà quelques mois que j'étais à l'orphelinat. À l'orphelinat, je m'y sentais plutôt bien. J'avais pris aussi ce sentiment d'être avec des personnes que je connais bien. Et Philomène était aussi une représentation maternante pour nous. Et c'est ça aussi qui a été assez difficile par rapport à nous, puisque elle n'a jamais pu être rapatriée avec nous. Et ça, c'est fort quelque chose qui est une blessure personnelle, parce que je me suis souvent dit que c'était assez injuste le fait qu'elle ait aidé tant de familles belges adoptantes à avoir des enfants adoptifs, et que elle, quand elle a dû être aidée pour échapper aux génocidaires, elle n'a pas eu l'aide des autorités belges parce qu'elle n'a pas pu venir avec nous et être rapatriée parce qu'elle était rwandaise et qu'elle n'avait aucun lien direct. De plus, qu'on sait que dès qu'elle a appris qu'elle n'allait pas pouvoir être rapatriée, elle est partie se cacher, et une des personnes qui travaillait à l'orphelinat a dénoncé sa cachette et a aidé les génocidaires à la retrouver, et donc elle a été assassinée avant notre arrivée en Belgique. Et ça, je sais que pendant très longtemps, ça a été une certaine colère que j'ai par la suite, et grâce à la thérapie, apaisée. Mais je pense aussi que ce podcast est aussi fort dédié à elle. Comme je l'ai dit, j'avais 4 ans et demi, du coup les souvenirs sont plus des sensations. Comme ce truc de déjà vu, les bruits, le stress. Je me rappelle que j'avais les yeux fort écarquillés à essayer de tout regarder, à tout photographier, les souvenirs, les choses dont j'avais l'habitude, pour essayer de me rassurer. Je posais énormément de questions, je comprenais pas ce qui se passait. Je sais qu'on a été emmenés par les soldats, les casques bleus. Ils nous ont dit qu'il fallait faire vite, qu'il fallait être sage, qu'il fallait pas crier, pas faire de bruit, mais faire vite. Je sais aussi que j'allais pas assez vite. Du coup, un soldat m'a pris dans ses bras pour pouvoir aller rejoindre l'avion qui allait nous rapatrier à Zaventem. Sur le chemin, je me rappelle aussi énormément demander mais qu'est-ce qui se passe? Être à la fois dans que ça va s'arrêter, est-ce qu'on va pouvoir rentrer à la maison, qui pour moi, ma maison c'était l'orphelinat. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? C'était aussi très particulier parce qu'on savait que tout le monde n'était pas avec nous. Tout le monde n'allait pas aller dans l'avion, vu que tous les enfants n'avaient pas réussi à trouver une famille belge. Et c'était la seule condition pour pouvoir être dans l'avion de rapatriement, c'était d'avoir été adopté, ou en tout cas être dans une procédure avec une famille belge. Sans ça, on n'avait pas le ticket pour sortir de cette horreur. Comme je l'ai dit, c'est des sensations, c'est des cris, c'est des odeurs, c'est des hauts-le-cœur, c'est cette sensation de sidération et d'être en même temps dans cette situation où tu te dis
qu'est-ce que je peux faire? Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que le soldat m'a pris dans ses bras, parce qu'il a très bien compris aussi que j'étais tellement petite que j'allais pas pouvoir suivre. Arrivé en tout cas au tarmac, et on a vu l'avion qui allait nous amener à Zaventem. Il a fallu y rentrer. J'avais vraiment besoin de faire pipi. Le casque bleu m'a redescendu et j'ai fait pipi, et il est resté à côté de moi pour voir checker à ma sécurité. Et c'est assez particulier de vous raconter cette anecdote, parce que pendant des années, cette vidéo est passée au journal télévisé de France 2. Chaque année, quand on parlait des commémorations et du rapatriement des orphelins de l'orphelinat par des casques bleus belges, on montrait le passage où il y avait cette petite fille qui faisait pipi à côté de l'avion. Voilà, c'était moi. Je sais qu'on est rentré dans l'avion. Arrivé à Zaventem, j'étais de nouveau avec les yeux écarquillés, parce que je disais, mais on est où? Qu'est-ce qui se passe? En plus, il y avait plein de monde. On a été accueillis par la princesse Astrid, par tout le protocole, puisqu'on était avec les casques bleus, donc il y avait aussi tout ce protocole-là, et avec les parents adoptifs et Georges. Et donc le fait d'avoir vu le visage de Georges a fait que du coup c'était un peu, au moins il y a une figure sur laquelle je peux me rattacher. D'ailleurs je l'ai fort collé, parce qu'au moins je savais que lui je le connaissais, vu qu'il avait régulièrement par le passé, avant le génocide, fait des allers-retours Belgique-Rwanda, Rwanda-Belgique. Je sais que ça m'a tellement sidéré cet épisode de vie, ce départ précipité, cette horreur, cette tension, que ça a créé une régression en fait chez moi. J'étais un enfant propre avant le génocide, et après le génocide, j'ai recommencé à faire pipi au lit. Pendant très longtemps, j'en ai été honteuse. Je me disais que c'était vraiment, j'étais une pauvre fille d'avoir fait pipi au lit aussi tard, parce que j'ai fait pipi au lit de mes 4 ans et demi à mes 6 ans et demi, 7 ans. Je dirais que l'arrivée en Belgique était assez bizarre pour moi, parce qu'à la fois on était choqués et abasourdis de quitter l'horreur, et en même temps d'une certaine manière soulagés, parce qu'on arrivait quelque part où là c'était calme, on pouvait être sécure même si c'était un endroit qu'on ne connaissait pas. Et ce qui a été aussi difficile pour ma part, c'est que j'ai dû très tôt, voire même je pense directement, aller à l'école, alors que je connaissais pas la langue, et que en fait je savais toujours pas ce que je foutais là. Et donc ça a aussi été un moment assez choquant, parce que tu te dis que tu as à peine eu le temps d'atterrir, que tu dois de nouveau être dans une autre position, avec des attentes d'adultes, et toi tu sais même pas ce que tu fais là. Le génocide, je pense que oui, ça a vraiment mis des sensations qui sont, je pense, comme un peu dans un ADN au sein de mon corps, et qui fait que maintenant j'ai ce truc que je supporte pas, par exemple quand je marche dans la rue, entendre les pas, par exemple de talons, de chaussures particulières qui font du bruit derrière moi. J'ai plutôt tendance à laisser passer la personne, parce qu'en fait ça me stresse. Pendant très longtemps aussi, quand il y avait une salle quelque part, où on arrivait dans une salle et qu'il fallait s'asseoir, j'avais tendance à toujours regarder les issues de secours, toujours, au cas où. Pourquoi est-ce encore important 30 ans après de faire ce travail de mémoire? Comment ces événements ont impacté ta philosophie de vie, ton rapport à ton pays de naissance et ton rapport à ton pays d'adoption, ta manière de voir la vie, ton rapport à autrui? Pour que les gens n'oublient pas, pour que les gens n'oublient pas ce qui s'est passé, et que tout le monde se rende compte de ce qui s'est passé. Ça a été très 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 dur, parce que je l'ai appris ici à la maison, on m'a téléphoné pour me le dire. C'était trop trop dur, puisque j'étais pas là pour voir ce qui se passait, heureusement d'ailleurs par moments. Et c'était vraiment vraiment très dur, parce que je l'ai appris par téléphone, et que on avait massacré tout le monde. On culpabilise beaucoup, oui. On ne dort pas, on pense tout le temps à eux, et c'est pas facile à vivre en tout cas. C'était pas facile du tout.
Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Quand les enfants n'étaient pas là, ou bien quand j'étais seule à la maison, je criais, je hurlais, je pleurais, et ça fait du bien. Ça, on fait avec. On essaie de survivre, on essaie de continuer, mais c'est pas vraiment facile. C'est pas facile du tout. Et par rapport à ça, on essaie de vivre, on essaie de survivre, on essaie de faire avec, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On essaie pour que tout continue, qu'on essaie de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison. Et ça occupe. Et on n'a pas vraiment le temps de... La vie continue quand même, malgré tout. J'ai beaucoup parlé avec les survivants que j'ai rencontrés au téléphone et on essaye de faire avec, mais on n'oublie pas. De se soutenir mutuellement et ça aide vraiment beaucoup. Le Rwanda reste toujours mon pays. Je suis quand même attachée et il restera toujours le Rwanda. Et la Belgique, c'est mon pays d'adoption. Je vis ici. C'est vrai que quand on est sur place, ça fait très très mal parce qu'il n'y a plus personne, il y a plus grand monde qu'on connaissait. Oui, ça me tenait vraiment à cœur de retourner parce que ça reste toujours mon pays quand même, et le pays de mes parents. Après, on me voit là-bas, mais c'est comme si personnellement, c'est comme si j'avais pas... Ça m'attire plus vraiment d'y aller, mais j'y vais quand même. C'est-à-dire que j'y pense, mais c'est pas que j'oublie, mais j'y pense quand même qu'il y a eu quand même beaucoup de contributions de la Belgique, mais on ne sait rien faire. Qu'est-ce que vous voulez on ne peut pas faire grand-chose. Mais on y pense, oui, on le sait. J'aurais aimé qu'ils fassent quelque chose pour leur responsabilité, mais ça ne s'est pas fait. Donc, on ne sait rien faire. Je suis contente qu'on fasse le procès, que s'il y en a d'autres à faire, ça serait vraiment bien. Comme ça, les gens, quand même, on sait ce qui s'est passé pour les gens qui ne sont pas au courant. Ce serait réparatrice pour nous et pour les gens qui tiennent quand même au Rwanda et tout ça. C'est important surtout pour que les gens n'oublient pas. Il faut surtout pas que les gens oublient. C'est très important, vraiment. C'est vrai que ça rend plus peureuse parce qu'on n'est pas sûr, on n'a pas confiance. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup confiance en moi. Il faut essayer de vivre. On ne peut rien faire d'autre. En tout ce qui me concerne, je n'ai pas confiance. Et j'ai très peur, tout le temps. Mais on essaye de vivre avec. Écoutez, le génocide, c'est quelque chose qu'il faut toujours parler. Il faut jamais s'arrêter de parler du génocide parce que si on n'en parle pas, on risque de tomber dans l'oubli. Et il y a les gens qui n'ont pas connu ça, il faut leur faire connaître ce génocide. Et il y a les négationnistes aussi. Il faut continuer de parler du génocide et de raconter comment ça s'est passé pour qu'ils continuent pas de nier ce génocide. Et il faut le plus jamais ça. Il faut jamais que ça se reproduise. Il faut en parler pour la jeune génération, pour qu'ils sachent ce qui s'est passé et plus tard leur passer le flambeau. Ils vont continuer. C'est eux qui vont continuer à travailler sur la mémoire. C'est vraiment, surtout pour la mémoire aussi, c'est très important. Et aussi pour essayer de passer à la justice. Il y a des gens qui ont fait le génocide. Ils sont là. On va pas assister à les regarder. Il faut qu'on passe à la justice. Après le génocide, c'est là où on se rend compte de ce qui s'est passé. Ça nous ouvre les yeux pour vraiment observer ce qui s'est passé. Et on se dit, certes, on a perdu les nôtres, mais nous, on est là, il faut se battre pour la justice et pour commémorer les nôtres, pour que on les oublie pas. En ce qui concerne mon pays où je vis, oui, je vis en Belgique. C'est très bien que je vive ici parce que c'est le pays qui nous a colonisés aussi. Ils connaissent beaucoup sur le pays, mon pays qui est le Rwanda, et ce qui est facile de vivre ici parce que je vis avec des gens qui connaissent la politique de mon pays. Et
Je dirais qu'il y a beaucoup de négationnistes ici et il y a beaucoup de génocidaires ici aussi. La Belgique commence à bien se réveiller parce que la justice a commencé il y a pas très longtemps. Maintenant, on commence à gagner des procès, ce qui nous donne la force. Après le génocide, je me retrouve seule. Je me retrouve avec beaucoup de responsabilités parce que j'avais plusieurs orphelins. Je suis seule. Ma sœur aînée est ici. On a décidé de départager les enfants. C'était quelque chose de très, très difficile à gérer. Ça, c'est un. De deux, j'avais à peine 25 ans. C'était l'âge des rêves, des projets. Les projets, c'était fini. C'est une autre direction. Je ne sais pas où commencer. Mais la vie continue. Je dois continuer quand même à vivre. Ceci dit, le génocide a tout gâché. Tu n'as plus de projet. Tu ne sais pas si tu as vraiment l'avenir. Ça handicape tout. Donc, tu recommences tout à zéro. Tu commences comme une personne de beaucoup plus âgée parce que tu dois penser pour plusieurs personnes. Tu dois penser et pour toi et pour les enfants. La chose qui est vraiment difficile. Tu dois t'occuper à comment vous devez vivre, à l'éducation. Donc, ça devient vraiment difficile. Sinon, le génocide, ce qui m'a enseigné, c'est que pour moi, il m'a enseigné à être, je dirais que je me méfie plus des gens. Parce que tu vis avec les gens, tu te dis que ce sont tes amis et c'est eux qui te tuent demain. Les gens que tu appelais tes amis, c'est eux demain qui sont tes tueurs. Donc, ça te dit, ça te montre que l'ami de toi, c'est toi-même. Parce que tu ne sais pas ton voisin qui il est, tu ne sais pas qui est vraiment ton ami. Il faut se méfier de tout le monde. Tu ne sais pas qui est qui. Sinon, en ce qui concerne la santé mentale, par après, si tu ne regardes pas bien, c'est la dépression totale parce que si tu t'arrêtes une seconde pour penser à ce qui s'est passé, c'est très difficile. Je ne dirais pas qu'il ne faut pas y penser, il faut toujours y penser, mais en mettant une petite philosophie là-dedans, en se disant j'y pense mais j'avance. Il faut pas que je tombe si bas, sinon les gens qui nous ont tués vont croire qu'ils ont vraiment le pouvoir sur nous. Il faut vivre pour toi, vivre pour ceux qui sont partis, être fort pour toi, être fort pour ceux qui sont partis, parce que tu ne sais pas si là où ils sont, ils te regardent. Si tu es fort, tu te dis, je suis fort pour eux et pour moi. Peut-être tu t'applaudis et ils t'applaudissent, mais je ne pense pas que là où ils sont, ils vont être contents s'ils te voient et tomber si bas. 30 ans après, je clôture ce premier épisode de Ubundahe Hanoa, Résilience. Je suis hyper émue d'avoir réussi à archiver la voix de ma mère adoptive et de ma tante parce que j'ai toujours eu à cœur qu'elles aient un espace pour en parler, de donner du crédit et de la légitimité à leur parcours parce que j'ai grandi avec elles et le génocide a, qu'on le veuille ou non, marqué notre rythmique familiale, notre bagage familial, nos manières de vivre ensemble. Je voulais aussi qu'elles se sentent de pouvoir le dire à leur manière. C'est aussi 3 générations différentes, 3 manières d'exprimer son parcours. Pour ma part, j'ai fort réussi à vivre avec ce bagage laissé par le génocide, ces traumas, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont imprégné mon ADN physique et émotionnel grâce à la thérapie. J'ai commencé une thérapie lorsque j'étais jeune adulte, vers 20-21 ans, et j'ai énormément parlé justement de ce traumatisme qu'a été le génocide et le fait aussi que j'étais jeune et que j'ai très peu compris et que c'est avec le temps, en vivant justement dans une famille endeuillée parce que un frère
est un survivant, parce qu'une sœur est une survivante, parce que ma tante est une survivante et parce que ma mère adoptive est aussi marquée, bien qu'elle était à distance. C'est que tardivement que je me suis aussi sentie légitime d'en parler, tout simplement parce que, étant congolaise, je me disais c'est pas ma place, c'est pas à moi d'en parler. C'est grâce à Félicité Yamukuru qui a écrit L'ouragan a frappé Nyondo. Je l'ai d'abord rencontré chez ma tante, puis j'ai parlé de tout et de rien, et pour la première fois, j'ai parlé de ce que j'avais vécu durant avril 1994. On a pleuré ensemble et je l'ai remercié d'avoir pris le temps de m'écouter et d'écouter aussi tout ce que ça avait laissé sur mon existence. Après, j'ai été à la soirée de son livre et j'ai aussi échangé et pris conscience qu'en fait, il y avait énormément aussi de personnes qui avaient été touchées par le génocide et qui étaient, par exemple, congolaises comme moi, parce qu'on l'oublie souvent, mais le Rwanda et la République démocratique du Congo, comme le Burundi, ont des populations, des civils qui ont énormément bougé entre les différentes frontières parce que les peuples sont liés, bien que les frontières ont été gelées par les tracés coloniaux et les appellations coloniales. En fait, c'est surtout des civils, des personnes et des familles qui habitent de part et d'autre. Lors de cette soirée, ça m'a aussi permis de voir qu'il y avait différents parcours de personnes impactées par ce génocide. Et je remercie Félicité d'avoir réalisé cette soirée. Tout ça, en fait, cette soirée, cette conversation avec Félicité a marqué un peu le démarrage de ma prise de voix et mon relais public de ce travail de mémoire et la concrétisation un peu plus aboutie et plus assumée, c'est ce podcast. Et j'espère sincèrement qu'il vous aura été utile. Encore une fois, ce sont 3 parcours, ce sont 3 voies. Il y a eu tellement d'autres personnes qui ont été impactées par ce génocide. La seule chose pour laquelle je trouve qu'il est hyper important de le dire et de le répéter, c'est que les 100 jours de l'horreur ont été motivés par la propagande coloniale et raciste avec comme cible l'idée d'éliminer une communauté Tutsi. L'idée était d'exterminer le plus de personnes Tutsi. C'est pourquoi on l'appelle le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Je vais vous laisser et vous dire à la prochaine. Évidemment, le projet a différentes formes. Nous pouvons, si vous le souhaitez et que vous êtes tout près de Liège ou que vous pouvez vous rendre à Liège, se retrouver pour une rencontre et une écoute collective avec des personnes qui ont participé au podcast ou qui sont dans l'associatif par rapport au travail de mémoire dans ce génocide ou dans d'autres génocides ou crimes contre l'humanité, parce que c'est important aussi de permettre de montrer d'autres histoires et faire des parallèles, parce que malheureusement, le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda n'est pas une histoire isolée dans la grande histoire de l'humanité. Des professionnels de la santé, l'idée est un peu de discuter autour de cet épisode avec vous qui l'aurez écouté ou qui l'avez écouté, pour que ce soit pas juste le fait d'avoir lâché les infos et les témoignages et puis voilà, c'est terminé. L'idée, c'est de rendre aussi ce projet dans une réciprocité, dans ce truc qui va vous servir, qui va vous permettre aussi de rencontrer aussi autrui de manière plus consciente de son parcours que vous ne connaissez peut-être pas et qu'il est important de légitimer et de respecter. Et donc, le rendez-vous sera le jeudi 25 avril à 18h30 à la Cité Miroir.
place Xavier Neujean. Et si malheureusement vous n'avez pas la possibilité de venir nous voir le jeudi 25 avril, le second épisode sera diffusé le lundi 3 juin. Encore une fois, merci pour l'écoute. Prenez soin de vous. Vous êtes précieuses, précieux. Encore merci à ma tante et ma mère adoptive de s'être prêtées au jeu de l'interview et d'avoir partagé. Pour toutes les deux, c'est la première fois qu'elles le font. Et merci à Douchime d'avoir habillé le podcast. C'est tellement chouette d'avoir cette ambiance musicale qui correspond à l'idée de Ubun Dahe Hanwa. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Nuancier Média, sur Instagram aussi à Nuancier Média et sur YouTube aussi à Nuancier Média. Bye!